Donc, le problème isopérimétrique, c'est un problème très ancien qui remonte, que beaucoup font remonter à la légende de la reine Didon, donc cette reine phénicienne qui aborde les côtes de Carthage et à qui on offre, probablement pour se moquer, autant de terre qu'elle pourra entourer, envelopper d'une peau de bœuf. Et donc la reine découpe la peau de bœuf en une longue lanière, une longue ficelle, et avec cette ficelle entoure une aire la plus grande possible et choisit un disque pour entourer l'aire maximale. Donc historiquement, c'est l'un des premiers problèmes isopérimétriques qui optimise dans R2, puis ensuite dans R3, et les mathématiciens ont poussé évidemment l'histoire plus loin, dans Rn. À volume fixé, les boules réalisent le minimum de surface. Donc les premières démonstrations de cette propriété probablement remontent au temps des Babyloniens avec des polygones convexes dans R2 et ensuite ont été développées. Mais les choses se sont faites relativement lentement et les vraies preuves sur lesquelles on peut s'appuyer remontent à peu près au XIXe siècle avec la méthode de symétrisation de Steiner qui, étant donné un ensemble, au moins dans R2 ou dans R3, lorsqu'on choisit des directions, on réarrange, on symétrise l'ensemble de plus en plus jusqu'à obtenir une forme qui est la plus symétrique possible, qui se trouve être un disque ou une boule. Les démonstrations modernes de l'inégalité isopérimétrique dans Rn, le plus souvent, reposent sur l'inégalité de Brun-Minkowski, qui indique que si A et B sont, on va dire, des compacts dans Rn, le volume de A plus B à la puissance 1 sur n est supérieur ou égal au volume de A à la puissance 1 sur n plus le volume de B à la même puissance, où A plus B, c'est l'ensemble des x plus y avec x dans A et y dans B. Et en choisissant dans cette inégalité B une petite boule, eh bien, on peut démontrer que lorsque l'on part d'un ensemble grand A, si on considère son épaississement d'ordre epsilon, c'est-à-dire A plus une boule de rayon epsilon, eh bien, on grossit toujours plus en volume, en surface, que lorsqu'on effectue la même opération sur la boule. Ce qui, en particulier, dispense de parler de façon très précautionneuse du bord de l'ensemble lorsqu'on énonce le problème isopérimétrique. Alors, évidemment, cette question isopérimétrique a été étudiée pour d'autres situations, pour d'autres ensembles, pour d'autres exemples. Mais en fait, la liste des exemples est relativement courte. Il n'y a pas beaucoup d'exemples où on connaît exactement la solution du problème isopérimétrique. Un autre exemple remonte en fait au vrai problème de la reine Didon. Enfin, l'un de ces problèmes, comme l'a écrit un auteur célèbre. Parce que le problème de la reine Didon, c'était un problème qui était de trouver une surface optimale, mais le long de la côte de Tunisie. Donc en fait, c'était un problème dans un demi-espace. Et pour ce demi-espace, la solution est donnée par en fait un demi-disque, une demi-boule. Alors quelques autres exemples. Dans une liste que je ne connais pas en entier, mais qui n'est pas très longue, on peut citer le cas de la boule ouverte dans Rn, où les éléments extrémaux du problème isopérimétrique sont obtenus en considérant des arcs de cercle orthogonaux. Et ces régions-là, où les complémentaires définissent des éléments extrémaux pour le problème isopérimétrique dans la boule. D'autres exemples. La sphère Sn dans Rn plus 1, munie de sa mesure uniforme,
dans laquelle le problème isopérimétrique est résolu sur les calottes sphériques, qui sont les boules géodésiques de la variété riemannienne. Donc si A est un ensemble, et si la même boule qu'une calotte sphérique B, eh bien la mesure du bord, ou alors en termes d'épaississement, pour l'ensemble A est plus grande que la même opération pour la calotte sphérique. Alors on peut citer d'autres exemples, on peut citer Rn, mais plus muni de la mesure de Lebesgue, muni d'une autre mesure, par exemple la mesure gaussienne, donc une mesure de densité exponentielle moins la norme euclidienne d'un vecteur x au carré dans Rn. Et pour Rn muni de la mesure de Lebesgue, en fait, les éléments extrémaux sont des demi-espaces, c'est-à-dire que si on est dans R2, on a un ensemble A, eh bien, le problème isopérimétrique est résolu pour les demi-espaces H. Et si la mesure gaussienne de A est égale à la mesure gaussienne d'un demi-espace, la mesure gaussienne du bord ou de son épaissie est supérieure ou égale à la même opération sur le demi-espace. Volume, mais aussi une mesure d'air pour le problème isopérimétrique. C'est quoi la mesure d'air? Dans une formulation de ce type-là, on va en parler dans une seconde, mais dans une formulation de ce type-là, pour l'instant, on n'est pas encore obligé de parler de façon très précise de mesure de sphère. Pardon? C'est la mesure riemannienne qu'on utilise là sur... Non, là, on prend Rn et on le munit de cette mesure-là. Alors, on peut formuler le problème isopérimétrique comme l'isopérimétrie pour la mesure de Lebesgue, à savoir que si la mesure gaussienne de A est égale à la mesure gaussienne de H, lorsqu'on épaissit d'ordre epsilon l'ensemble A, la mesure gaussienne de l'épaissie est supérieure ou égale à la mesure gaussienne du demi-espace. L'épaissie, c'est pour quelle métrique? C'est pour la métrique euclidienne. Ah, pour la métrique euclidienne. Donc Rn, effectivement, ici, sera muni de la mesure de la métrique euclidienne. Alors, on peut citer d'autres exemples. Des exemples où on ne sait pas. Par exemple, prenez le cube ouvert dans R3. On ne sait pas quels sont les éléments extrémaux du problème isopérimétrique, sauf pour ceux qui sont de mesure, sauf pour les ensembles de mesures égales à la moitié du volume du cube, et les éléments extrémaux étant les demi-cubes. D'autres exemples, alors il y a des exemples discrets, il y a le cube discret. Où on peut formuler et décrire le problème isopérimétrique. Alors il faut faire juste un petit peu attention parce qu'il y a en cas de graphe de ce type-là, il y a diverses notions de bord, et suivant la nature du bord que l'on choisit, on obtient des solutions différentes au problème isopérimétrique. Alors il y a essentiellement deux types de bords. Il y a le bord par arête, c'est-à-dire vous comptez les nombres d'arêtes qui sortent de votre ensemble, pour lequel cette notion de bord, ce sont les sous-cubes qui sont les éléments extrémaux du problème isopérimétrique. Et puis vous avez aussi une notion de bord par sommet, c'est-à-dire vous prenez un point qui est en dehors de l'ensemble, mais pour lequel vous avez une arête, un sommet, pour lequel vous avez une arête qui va le joindre à un point dans l'ensemble, pour lequel ce sont les boules pour la distance de graphe qui sont extrémales pour le problème isopérimétrique. Bon, et puis il y a quelques autres exemples. Il y a des produits de Rn avec des sphères ou des tores. Mais la liste n'est pas très longue. Et les seuls exemples qui sont réellement connus sont des exemples, comme le montre un petit peu cette courte présentation, qui ont beaucoup de symétrie. Et essentiellement, c'est vrai aussi en petite dimension pour quelques autres exemples. Alors, c'est un peu paradoxal parce qu'effectivement, on peut formuler le problème isopérimétrique dans un cadre relativement général. Qu'est-ce qu'on a besoin? On a effectivement besoin d'une mesure, et comme le mentionnait Jean-Pierre avant, on a aussi besoin d'une structure métrique pour parler de voisinage ou de mesure de bord. Et donc l'ensemble se formule de façon relativement simplement dans la famille de ce qu'on appelle les espaces métriques mesurés. Donc X, c'est un espace métrique. Donc la métrique nous permettra de parler de bord, et puis la mesure mu va nous permettre de parler de la mesure de volume,
mais aussi de la mesure de bord à travers la formule de contenu de Minkowski. Alors mu, c'est une mesure positive sur les boréliens de X. Et pour formuler le problème isopérimétrique, bon, soit on connaît les éléments extrémaux, et alors on peut dire si la mesure de A est égale à la mesure de B, la mesure de l'épaissie au sens de la distance sur votre espace métrique est supérieure ou égale à la mesure correspondante sur l'élément extrémal. Mais comme les éléments extrémaux ne sont pas toujours connus, on fait usage, pour parler de mesure de bord, de la formule du contenu de Minkowski, qui va lier donc la distance à la mesure. En définissant la mesure du bord comme étant, par exemple, la limite inf, lorsque epsilon tend vers 0, de 1 sur epsilon, mu de l'épaissie d'ordre epsilon moins mu de A, où donc A indice epsilon, c'est, pour tout epsilon positif, l'ensemble des x dans l'espace grand X, qui est à distance plus petite que epsilon de l'ensemble A. Et donc avec ces données, le problème isopérimétrique, c'est de minimiser la mesure du bord à volume fixé. Donc le problème isopérimétrique consiste à minimiser la mesure de A, la mesure du bord de A, à mesure fixée. Alors en fait, ça c'est une des questions du problème isopérimétrique. Il y a toute une liste de questions. Il y a effectivement trouver le minimum de mesures de surface à R fixé, de mesure de bord à R fixé. Il y a aussi des questions un petit peu plus précises, à savoir, existe-t-il des éléments extrémaux? Peut-on les décrire? Sont-ils uniques? Etc., etc. Donc toutes ces questions, je ne vais pas en parler. On va simplement se concentrer sur l'aspect essayer de quantitativement minimiser la mesure de bord à volume fixé, ce qui se fait à travers l'outil de ce qu'on appelle le profil isopérimétrique. Donc le profil isopérimétrique, c'est quelque chose qui va quantifier la question qui est posée sur la droite du tableau. C'est-à-dire que pour un espace métrique mesuré x des mu, on va considérer I de V, où V est un réel strictement positif, comme étant l'infimum des mesures de bord lorsque la mesure de A est égale à un V strictement positif. Et donc c'est cette fonction isopérimétrique, ce profil isopérimétrique, qu'on aimerait qu'on aimerait comprendre. Alors lorsqu'il y a solution du problème isopérimétrique, comme c'est le cas dans Rn avec les boules, eh bien l'infimum il est atteint sur les éléments extrémaux. Vous pouvez calculer les choses explicitement. Et par exemple, la fonction isopérimétrique de Rn avec sa métrique euclidienne et la mesure de Lebesgue, eh bien c'est donné par la quantité que vous calculez sur les boules. Et ce que vous trouvez, c'est quelque chose comme n fois oméga n à la puissance 1 sur n, oméga n c'est le volume de la boule unité, que multiplie la fonction concave v à la puissance n-1 sur n. D'accord? Alors, comme il y a assez peu d'exemples pour lesquels on connaît la solution du problème isopérimétrique, pour lequel même on connaît cette fonction isopérimétrique, ce qui s'est passé historiquement, c'est que les chercheurs se sont plutôt concentrés à essayer d'établir des propriétés de comparaison de profil. C'est-à-dire, on ne va pas connaître exactement cette fonction isopérimétrique, mais on va essayer de la comparer à des espaces modèles pour lesquels la solution est connue. Alors, dans cette quête de comparaison de profils isopérimétriques, eh bien, il y a en particulier trois espaces qui interviennent, qui sont les trois espaces classiques de la géométrie, avec lesquels on souhaiterait comparer le profil isopérimétrique d'un espace métrique mesuré. Alors ces trois espaces, ce sont les espaces classiques, donc Rn, la sphère
Sn est l'espace hyperbolique. Qui sont donc les trois espaces modèles de la géométrie qui ont pour courbure respective, évidemment, courbure positive, courbure strictement positive et courbure négative. Et c'est avec ces trois espaces modèles de la géométrie que l'on souhaiterait comparer les profils isopérimétriques. Et pour ces trois espaces, eh bien, il se trouve que le problème isopérimétrique est résolu. Pour le premier, c'est le problème classique de l'isopérimétrie. Pour le second, c'est celui qui est mentionné là. Les calottes sphériques, à savoir les boules géodésiques, sont aussi les éléments extrémaux, et il va de même dans l'espace hyperbolique. Les boules sont les éléments extrémaux du problème isopérimétrique. Ce type de comparaison avec des profils isopérimétriques, on le retrouve aussi dans d'autres aspects des mathématiques, en particulier lorsqu'on étudie les groupes discrets qui sont finiment engendrés. Très souvent, on fait une comparaison du profil isopérimétrique avec le profil qu'on appelle linéaire. Et c'est une façon, par exemple, de décrire la non-moyennabilité de ces groupes discrets lorsqu'on a une connaissance de la minoration du profil isopérimétrique. C'est quelque chose qui est beaucoup utilisé donc dans l'examen de ces groupes, dans la géométrie et l'analyse de la géométrie de ces groupes discrets, et d'un point de vue probabiliste, en particulier dans des questions de vitesse de convergence à l'équilibre de chaînes de Markov sur le graphe de Cayley associé à ces groupes discrets. Donc là aussi, on a des comparaisons de profils qui interviennent de façon importante. Alors pour cet exposé, nous allons nous concentrer un peu sur cet aspect comparaison de profils isopérimétriques, et en particulier la comparaison avec le modèle sphérique. Alors, la comparaison avec Rn et l'espace hyperbolique, c'est une conjecture. C'est le théorème ou la conjecture de Cartan-Hadamard qui vous dit qu'une variété riemannienne de dimension n complète, simplement connexe et de courbure sectionnelle négative ou nulle devrait avoir un profil isopérimétrique qui est minoré par le profil isopérimétrique de l'espace euclidien, de Rn. Et puis une version idem pour l'espace hyperbolique lorsque la courbure sectionnelle est strictement négative. Alors c'est un théorème qui est démontré en dimension 2, 3, 4 et qui est essentiellement ouvert en dimension supérieure ou égale à 5. Alors ce qui va nous intéresser dans cette présentation, dans cet exposé, c'est plutôt le cas de la comparaison avec la sphère. Et c'est un théorème fameux, c'est le théorème de Lévy-Gromov. Qui a été très populaire à Grenoble dans les années 80, qui vous dit que si vous avez une variété riemannienne de dimension n donc de dimension n compacte et de courbure de Ricci minorée par n-1, alors le profil isopérimétrique de cette variété, pour son volume riemannien que nous choisissons normalisé, pour en faire une mesure de probabilité, eh bien, est supérieur ou égal à la fonction isopérimétrique pour le modèle sphérique, donc la sphère de même dimension et de même courbure. Je trouve être dans ce cas la sphère unité, donc pour sa mesure uniforme sigma n, elle aussi normalisée. Donc autrement dit, une autre façon d'énoncer ce théorème de comparaison isopérimétrique, c'est que si vous avez un ensemble A dans votre variété qui a même mesure qu'une calotte sphérique sur la sphère, eh bien alors la mesure du bord de votre ensemble sera supérieure ou égale à la mesure du bord de la calotte sphérique. Alors,
Bon, depuis longtemps, hein, depuis l'apparition de ce théorème, on s'est interrogé pour savoir si on pouvait étendre cet énoncé et comparer le profil isopérimétrique de quelque chose de plus général avec le profil sphérique. Ce que l'on comprend de l'énoncé, ainsi que de la conjecture de Cartan-Hadamard, c'est que ce qui contrôle ces propriétés de comparaison, ce sont des propriétés de courbure. Courbure sectionnelle, courbure de Ricci, dans chacun de ces énoncés. Alors, d'une part, tout le monde n'est peut-être pas familier avec ces notions de courbure. D'autre part, on est dans un espace métrique. On n'a pas grand-chose comme outil de courbure dans un espace métrique. Et donc, il s'agit tout d'abord de comprendre qu'est-ce qui pourrait être utilisé comme propriété de courbure dans un espace métrique ou dans un espace métrique mesuré pour espérer atteindre une propriété de comparaison de ce type-là. Alors, il y a un premier type de courbure qui est connu, c'est ce qu'on appelle la courbure d'Alexandrov. C'est la fameuse comparaison des triangles plus ou moins fins sur votre espace métrique. Donc, pour simplifier, vous prenez un triangle dans R2, et puis vous reportez les longueurs sur votre espace métrique. Donc ça a la même longueur que ça. Donc vous reportez les longueurs dans votre espace métrique. Et si d'aventure la longueur entre, par exemple, un sommet et puis un milieu, le milieu sur le côté opposé est plus long que l'opération identique sur R2, eh bien, vous décidez que votre espace métrique est de courbure d'Alexandrov positive ou nulle. D'accord ? Donc ça équivaut à une courbure positive ou nulle si vous avez un triangle qui est plus épais. Évidemment, s'il est moins épais, vous dites qu'il a de courbure négative, et puis on peut aussi remplacer R2 par la sphère ou R2 par l'espace hyperbolique ici pour avoir une comparaison avec les autres espaces modèles. Alors cette courbure est intéressante, elle rejoint plutôt la courbure sectionnelle, elle est plus dans l'esprit du théorème de la conjecture de Cartan-Hadamard. Pour le théorème de Lévy-Gromov, vous voyez qu'il y a un autre type de courbure qui intervient, c'est la courbure de Ricci, pour laquelle la courbure d'Alexandrov n'est pas tout à fait satisfaisante, parce que ce qui se passe, c'est que la courbure d'Alexandrov, elle n'est pas vraiment naturellement associée à une mesure, et elle n'est pas vraiment naturellement associée à une dimension. Et la courbure de Ricci, comme les géomètres le savent, c'est quelque chose qui essaye de quantifier un petit peu les déformations de la mesure de volume sur la variété. Donc il est important d'avoir un outil qui permette de prendre en compte cet aspect-là dans les espaces métriques. Donc cette courbure d'Alexandrov ne répond pas tout à fait à ce qu'on peut en attendre pour une étude, une extension du théorème de Lévy-Gromov dans un espace métrique ou dans un espace métrique mesuré. Et donc la bonne courbure qui est utilisée, c'est en fait la courbure qui est issue du transport optimal. Donc ça, ce sont les travaux de Lott Villani-Sturm entre 2005 et 2010 qui ont proposé une notion synthétique de courbure, de minorant de courbure dans les espaces métriques mesurés qui étend de façon satisfaisante la courbure de Ricci et qui permet donc de formuler ce théorème de Lévy-Gromov. Alors, quelques mots sur cette courbure issue du transport optimal. Alors, tout d'abord, ça ne concerne pas tous les espaces métriques, en particulier les espaces métriques discrets ne sont pas nécessairement bienvenus là-dedans. Donc, l'espace métrique, on va supposer qu'il est séparable complet. La mesure mu, on va supposer qu'elle est localement finie, sigma additive, fini, pardon. Et puis on va supposer de façon assez importante que l'espace X est géodésique. C'est-à-dire qu'il existe des courbes minimisantes entre deux points dans votre espace métrique qui minimisent la longueur entre ces deux points. Donc pour aller un peu vite, on va dire que si x et y
sont 2 points dans votre espace métrique, eh bien, il existe, on va supposer qu'il existe une application continue de 0, 1 dans votre espace métrique qui va interpoler donc, entre x et y et qu'on peut choisir à vitesse constante. Donc gamma 0, c'est le point initial, gamma 1, c'est le point final, et puis à vitesse constante, signifiant que lorsque vous interpolez entre gamma s et gamma t, 2 temps sur votre géodésique, eh bien c'est s moins t fois la distance entre x et y. Donc une courbe comme ça, c'est une courbe qui minimise la longueur, qui est minimisante parmi les longueurs qui réalisent la distance de x à y. Et puis il y a une autre hypothèse que nous allons faire, c'est que, bon c'est une hypothèse un peu technique, donc je la cite, mais elle est relativement importante, c'est que cet espace métrique est non branchant, signifiant par là que si vous avez 2 points pour lesquels il y a 2 géodésiques, et si d'aventure ces 2 géodésiques coïncident pendant un certain temps, en fait elles coïncident tout le temps. D'accord ? C'est-à-dire que ce type de situation ne peut pas se réaliser. Donc ça, c'est pas admis. Donc ça, c'est une hypothèse technique, mais qui est relativement importante. Bien, alors ça, c'est le cadre, donc un espace métrique géodésique. Alors, qu'est-ce qu'il faut comme ingrédient pour essayer de comprendre, définir, de donner une sorte de notion de minorant de courbure dans un espace métrique en général? Alors l'idée principale, c'est de relever votre espace métrique en un espace plus gros. Donc vous le relevez en l'espace qui s'appelle, que les gens notent habituellement P2 de x. Alors qu'est-ce que c'est P2 de x? C'est l'ensemble des mesures de probabilité sur x, sur les boréliens de x, qui ont le 2 est là pour dire que ça a un deuxième moment, c'est-à-dire que vous pouvez intégrer la distance au carré, distance à un point au carré. D'accord? Donc ça, c'est l'espace des probabilités sur x avec un deuxième moment. Alors cet espace de probabilité, on va le munir d'une sorte de distance un petit peu riemannienne, un petit peu quadratique, un petit peu euclidienne, qui est la distance dite de Kantorowicz-Wasserstein. Donc P2 de x est muni de cette distance-là. Donc si nu0 et nu1 sont 2 mesures de probabilité sur x, qui sont avec un deuxième moment, W2, c'est l'infimum de l'intégrale double de la distance au carré sur toutes les probabilités pi sur l'espace produit x croix x qui ont marginalement mu comme première marginale et nu comme seconde marginale. D'accord ? Donc pi, première marginale mu, seconde marginale nu. Donc ça, c'est une distance en fait qui remonte aux travaux de Monge à la fin du XVIIIe siècle, repris ensuite par Kantorowicz, et aujourd'hui c'est habituellement appelé distance de Wasserstein. Alors bon, juste une petite parenthèse, Wasserstein, il paraît que c'est quelqu'un qui était plus spécialiste en géométrie algébrique, il a écrit un seul article qui a quelque chose à voir avec les distances de Kantorowicz. Donc même la communauté russe se sent un petit peu mal à l'aise et souhaiterait que cette distance soit plutôt appelée distance de Kantorowicz plutôt que distance de Wasserstein. Alors se pose la question de la lettre. Alors le petit souci, c'est que dans l'article original de Kantorowicz en 1940, il utilise W comme lettre. Bien, alors, donc l'idée c'est de relever votre espace métrique en cet espace plus gros qui lui a une sorte de structure riemannienne.
Alors, on pourrait développer un petit peu plus, et en particulier, là, les EDP, c'est quelque chose qui a été formalisé par Félix Otto autour de l'année 2000, qui a essayé de donner une intuition un petit peu riemannienne à l'espace P2 de X muni de cette distance de Kantorowicz. Et ce qui fait que ce W, ou ce P2 de X muni de cette métrique W, c'est un bon candidat pour essayer d'exprimer quelque chose de riemanien, entre guillemets, et donc en particulier associé à la courbure de l'espace métrique. Alors pour ce faire, on a besoin d'un ingrédient supplémentaire, c'est la notion d'entropie. Et cette notion d'entropie, bon, je vais réécrire W parce qu'on va en avoir besoin. Cette notion d'entropie, donc distance de Kantorowicz entre deux probabilités nu0, nu1 dans P2 de x, donc qui est donc cet infimum de l'intégrale de la distance au carré sur toutes les probabilités de marginale mu et nu. Bon, on va dire qu'on prend ça au carré. Et le deuxième ingrédient dont on va avoir besoin, c'est la notion d'entropie relative. Donc une notion d'entropie, mais relative à la mesure de l'espace métrique mesuré. Donc relative à mu, qui est définie comme ça. Si nu est une probabilité sur x, eh bien on va considérer h nu sachant mu, qu'on notera plus rapidement h de nu, comme étant eh bien, l'entropie, c'est-à-dire l'intégrale du logarithme de la densité de radon-nicodym de nu par rapport à mu, intégré contre nu, si nu est absolument continu par rapport à mu, et plus l'infini sinon. Alors ça, c'est un objet qui intervient de façon très naturelle, qui est une mesure que les probabilistes connaissent bien pour quantifier la proximité entre deux mesures de probabilité, et qui intervient aussi dans le formalisme d'Otto visant à décrire cet espace P2 muni de la distance W2 comme ayant une structure riemannienne. Cette entropie relative intervient comme un flot de gradient assez naturellement. Alors comment est-ce que les deux choses se conjuguent ? Alors les deux choses se conjuguent de la façon suivante. Alors tout d'abord, quelque chose que j'ai oublié de dire, c'est que si x est géodésique, l'espace P2 de x reste géodésique. D'accord ? Donc si x est géodésique, eh bien P2 de x l'est encore. Donc pour la distance W2. Alors, le deuxième point, qui est à l'origine de ce formalisme-là, c'est que si x, c'est Rn, ou une variété, riemannienne, eh bien en fait, il y a une solution, ce qu'on appelle une solution au problème de Monge-Kantorowicz, c'est-à-dire qu'on peut décrire quand est-ce que cet inf est atteint. Et la solution qui est fournie, eh bien, dans Rn, c'est ce qu'on appelle le transport de Brognier, le transport optimal de Brognier. C'est-à-dire que cet infimum-là, vous pouvez le réaliser non pas comme un plan de transfert, non pas comme une mesure sur l'espace produit, mais en fait comme une vraie application qui va pousser la mesure nu0 vers la mesure nu1
et qui va réaliser cet infimum du coût quadratique. Donc ce que vous avez, c'est que ceci c'est égal à l'intégrale de x moins t de x au carré contre la mesure des départs, où t c'est une application, donc dans le cas de Rn dans Rn, qui va pousser la mesure nu0 en la mesure nu1, et ce qu'affirme le théorème de Brognier, c'est que en fait t est donné par le gradient d'une fonction convexe. D'accord ? Et ça a été étendu par McCann au cas des variétés riemanniennes. On peut définir une notion de convexité adaptée qui décrit de la même façon cette distance de Wasserstein comme étant le transport là, atteint sur le transport du gradient d'une fonction convexe, poussant la mesure nu0 vers la mesure nu1. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on a une telle application ? Eh bien, ce qui se passe, c'est qu'on peut définir une interpolation naturelle entre nu0 et nu1 à partir de cette application de transport. Et l'interpolation est la suivante. On peut définir pour tout t, RT, qui est égal à 1 moins t fois l'identité plus t fois le gradient de phi, ceci pour tout t entre 0 et 1. Et cette application RT va pousser R0 sur une mesure nu-t, pour tout t compris entre 0 et 1. Et ce qui se passe, c'est que nu-t, ça définit donc une famille de mesures de probabilité dans l'espace P2 de x. Donc en fait, c'est une courbe dans l'espace P2 de x. Et cette courbe, en fait, c'est une géodésique de P2 de x. Donc ça, c'est une géodésique de P2 de x. Alors, fort de ces observations et de ces ingrédients, on est conduit assez naturellement à la définition suivante. Qui est de dire que, bon, un espace métrique mesuré, xd mu, est de courbure, alors courbure de Ricci, si vous voulez, supérieur ou égal à 0, si, eh bien, lorsque vous avez une, alors, si pour une, alors il y a des versions plus fortes avec toutes, pour une ou toute géodésique nu-t dans l'espace P2 de x, eh bien, cette entropie relative possède une propriété de convexité le long de cette géodésique. Donc, cette géodésique, elle joint nu0 et nu1. Eh bien, on dit qu'on a courbure positive ou nulle si l'entropie est convexe le long de cette géodésique dans P2 de x. Autrement dit, h nu-t, l'entropie relative de nu-t par rapport à mu, est inférieure ou égale à 1 moins t h nu0 plus t fois h nu1. Bien, alors, la première chose à faire, c'est de dire, bon, pourquoi est-ce qu'on a cette propriété, et est-ce que cette propriété est seulement vraie dans Rn? Est-ce que cette propriété de convexité est-elle vraie dans Rn? D'accord? Alors on va faire ce petit exercice, sans vouloir trop vous ennuyer. Donc j'efface la définition d'entropie relative qu'on va utiliser tout de suite. Alors si on est dans Rn,
Alors on a deux mesures, nu0 et nu1. Alors on va supposer, pour simplifier la vie, qu'elles ont des densités par rapport à la mesure. Alors on est dans Rn, et évidemment, c'est avec la mesure de Lebesgue, en tant qu'espace métrique mesuré. Structure euclidienne sur Rn, et en tant qu'espace métrique mesuré, la mesure de Lebesgue. Alors on va supposer, pour simplifier, que la mesure nu0 a une densité par rapport à la mesure de Lebesgue. De la même façon, nu1 a pour densité F1. Et on va considérer cette interpolation RT, qui va pousser R0 en une mesure nut, et cette mesure nut va avoir une densité par rapport à la mesure de Lebesgue. Donc RT pousse nu0 en nut. Nut a une densité Ft par rapport à la mesure de Lebesgue. Et si on écrit le fait que nut c'est la mesure image par l'application RT de la densité F0, et on écrit le changement de variable, au moins formellement, eh bien, on a une formule de changement de variable qui, en fait, se trouve être ce qu'on appelle une équation de Monge-Ampère. Qui traduit le changement de variable. Et cette équation, c'est le fait qu'en tout point, F0, c'est Ft composé avec RT, que multiplie le déterminant de 1 - t identité plus eh bien, la Hessienne de la fonction convexe, plus t fois Hessienne de la fonction convexe phi. Donc ça, c'est ce qui sort de la formule du changement de variable lorsqu'on l'écrit en termes de densité, et en supposant évidemment un petit peu de régularité, là, je ne rentre pas dans ces questions-là, sur phi, qui a priori n'a aucune raison d'avoir des dérivées secondes. Mais en tout cas, phi étant convexe, sa Hessienne définit une matrice symétrique qui est positive. Donc ça va être quelque chose qui est important. Bien, alors fort de cette équation de Monge-Ampère qui décrit la façon dont RT transporte nu0 en ut, nut étant la géodésique qui joint nu0 à nu1, eh ben, on va regarder qu'est-ce que c'est que chacun de ces termes, là, l'entropie de HT, l'entropie de nu0. Alors commençons par l'entropie de nut. Alors l'entropie de nut, c'est quoi? Eh ben, la définition, c'est que c'est le logarithme de la densité de nut par rapport à la mesure de Lebesgue que l'on intègre contre nut. C'est-à-dire qu'on intègre contre Ft dx. D'accord? Donc ça, c'est la définition d'entropie relative en supposant que les densités existent. Bien, mais maintenant, nut, Ft dx, c'est la mesure image de nu0 par l'application RT. Donc ça, ce n'est rien d'autre que l'intégrale de log de Ft composé avec RT contre la mesure nu0. D'accord? Simplement la mesure image. On a dit que nut, c'est la mesure image de nu0. Bien. Ben, on utilise maintenant l'équation de Monge-Ampère en remplaçant Ft rond RT par ce qu'on a. Et on trouve que ça, c'est égal à l'intégrale de log. Alors on a d'abord un log de F0, F0 dx. Je mets des parenthèses juste pour dire que ça, c'est la mesure d nu0. Et puis on a moins l'intégrale du log de ce déterminant. F0 dx. Simplement par substitution. Alors cet objet, c'est log de F0 contre nu0. Ça, F0, c'est la densité de Radon-Nicodim de nu0 par rapport à la mesure de Lebesgue. Ça, c'est rien d'autre que l'entropie relative de nu0 par rapport à Lebesgue. Bien. Mais ceci, là, maintenant, eh ben, ça, c'est une matrice, l'identité, et puis la matrice hessienne, là, c'est une matrice symétrique qui est définie positive. Donc vous avez l'inégalité arithmético-géométrique, là, sur le déterminant, qui va vous dire que ça, c'est toujours plus grand que le déterminant de l'identité à la puissance 1 - t fois le déterminant de la hessienne à la puissance t. Donc vous prenez le logarithme, qui est une fonction concave, et bon, vous avez un moins. Ceci vous fournit que c'est toujours inférieur ou égal à moins le 1 - t, le logarithme du déterminant de l'identité, mais ça c'est 0, moins t fois
l'intégrale du logarithme du déterminant de la Hessienne de phi. D'accord ? Donc simplement des propriétés sur de déterminant de matrice symétrique positive et la concavité du logarithme qui vous fournit ceci. Bon, mais maintenant, si vous regardez ce qui est écrit là, ce n'est rien d'autre que la ligne d'au-dessus pour t égale 1. T égale 1, ça disparaît, ça c'est la Hessienne de phi. Et donc ce qui est écrit ici, ce n'est rien d'autre là que h nu 0 moins h nu 1. Et autrement dit, c'est exactement la formule de convexité de l'entropie relative qui est écrite là. Alors, le même raisonnement s'applique dans une variété riemannienne et vous dit que si vous avez une variété riemannienne de courbure de Ricci positive ou nulle, eh bien la courbure de Ricci intervient au bon endroit pour faire que cette inégalité de convexité de l'entropie relative reste vraie. Mais ce qui est plus important, c'est que la réciproque est vraie. C'est-à-dire que si vous êtes dans une variété riemannienne telle que cette propriété de convexité de l'entropie est satisfaite, eh bien alors votre variété est de courbure de Ricci positive ou nulle. D'accord ? Donc ici, vous avez une définition qui vous caractérise la propriété de courbure. Alors vous pouvez aller plus loin. Vous pouvez dire que c'est de courbure minorée par k, où k est un nombre réel, en complétant cette convexité, comme on fait lorsqu'on compare la convexité par rapport à un potentiel quadratique. Eh bien, on compense par ce qu'il faut, et ici, on compense par k sur 2, t fois 1 moins t, fois la distance de Kantorowicz entre nu0 et nu1 au carré. Ça, c'est comme vous dites que quelque chose est plus convexe que la fonction carré. C'est essentiellement ça qu'on écrit en termes synthétiques. Bien, alors ça, c'est une première définition qui vous décrit des minorants de courbure. Maintenant, l'objectif, c'est d'atteindre un théorème à la Lévy-Gromov, et dans un théorème à la Lévy-Gromov, il y a d'autres ingrédients. En particulier, il y a la dimension. Il est très important de comparer votre variété qui a une certaine courbure minorée par un objet qui a la même dimension. Donc il faut qu'on parle aussi un petit peu de dimension dans ce cadre-là. Alors la dimension, c'est un petit peu plus lourd à écrire. Mais il y a une façon, au moins dans le cas où votre espace métrique est non branchant, il y a une façon de s'en tirer qui est la suivante, c'est que vous pouvez remplacer H, l'entropie relative, par un substitut qu'on va appeler UN, U indice N. Donc la dimension, on va l'appeler grand N, on va supposer qu'elle est finie. Et une façon de faire, c'est de remplacer l'entropie relative par UN de nu, qui est l'exponentielle de moins 1 sur N, l'entropie relative. Alors un petit exercice que je ne vais pas faire, que je ne saurais pas faire de toute façon, vous montre que c'est ce qu'il faut pour bien définir la notion de dimension dans votre cadre métrique. Et en remplaçant l'entropie par ce UN là, eh bien, il suffit de recopier la définition de courbure, au moins dans le cas positif ou nul, pour obtenir une notion de courbure positive ou nulle de dimension n. Donc en recopiant la définition qui est là-haut, on peut définir courbure positive ou nulle de dimension n en disant que pour une, ou en version forte, toute géodésique qui joint nu0 à nu1, eh bien la fonction u indice n est convexe le long de cette interpolation. Et ceci caractérise, en fait, dans une variété, ça caractérise la courbure positive ou nulle et la dimension. Alors, si vous avez une variété qui fait ça, elle est de courbure de Ricci positive ou nulle et de dimension topologique au plus égale au grand N que vous mettez dans cette formule. Alors, la chose la plus ennuyeuse, c'est d'écrire proprement
de courbure minorée par un certain réel K et de dimension n. Parce que là, il faut tordre ce qui est écrit au tableau de façon un petit peu désagréable, ce que je ne vais pas faire. En fait, il faut remplacer ici les 1-t, le t et le 1-t, par des coefficients de distorsion, qui sont des coefficients qu'on connaît bien en géométrie riemannienne. Il y a des sinus pour le cas sphérique, des sinus hyperboliques pour le cas hyperbolique. Donc on remplace les 1-t et les t par des coefficients de distorsion qui dépendent du rapport entre k et n et de la distance de Wasserstein entre nu0 et nu. Et lorsqu'on fait tout ça, on obtient une définition synthétique donc de courbure minorée par k et de dimension n, qu'on note courbure CDK. Alors ça, c'est quelques idées donc, qui ont présidé au développement des notions de courbure par Lott, Villani, Sturm il y a maintenant presque déjà une dizaine d'années. Et cette courbure a rempli un cahier des charges qui était fixé au départ, c'est-à-dire que c'est une courbure dimension qui étend le cas de la courbure dimension des variétés riemanniennes. C'est une courbure qui possède des propriétés de stabilité par des limites de Gromov-Hausdorff, c'est-à-dire lorsqu'on a une suite de variétés, eh bien, lorsqu'on prend une limite de Gromov-Hausdorff de votre suite, eh bien, il peut arriver des phénomènes d'effondrement ou des espaces singuliers à l'arrivée, et vous perdez la structure riemannienne. Ce que fait cette définition de courbure synthétique, c'est que si vous avez une suite de variétés ou d'espaces métriques mesurés qui vérifient ce type de courbure, eh bien, à la limite de Gromov-Hausdorff, vous retrouvez un objet qui garde les mêmes propriétés de courbure, même si ce n'est plus une variété, même si c'est un objet qui peut être très singulier. Et le troisième aspect du cahier des charges, c'est que sous ces conditions de courbure-dimension, on parvient à récupérer un certain nombre d'inégalités de type géométrique ou fonctionnel, comme des inégalités sur le diamètre, comme des inégalités sur les inégalités de Sobolev, ou des choses comme ça. Mais dans toute cette famille d'inégalités, il y en a une qui est le théorème de Lévy-Gromov, qui n'avait pas été démontrée à l'aide, dans ce cadre-là, à l'aide de la théorie du transport optimal. Et c'est donc une question qui était ouverte depuis un certain temps et qui a été résolue récemment. Alors avant de donner la réponse, il faut dire que les outils qui avaient été utilisés de façon non fructueuse jusqu'à présent, c'était tout d'abord les outils riemanniens qui s'appuyaient fortement sur la théorie géométrique de la mesure, l'analyse des éléments extrémaux et leur régularité, qui était essentiellement la preuve de Gromov de ce théorème. Ensuite, il y a eu une autre tentative qui avait été faite à partir de l'outil du transport optimal lui-même, c'est-à-dire que quelque chose qui remonte déjà aux travaux de Knote dans les années 50. Et dès ces années-là, Knote avait fourni une démonstration par transport de l'inégalité isopérimétrique classique dans Rn. C'est-à-dire que si A et B sont deux ensembles, enfin, si A est un ensemble et B est une boule de même volume, comme ce n'est pas le cas sur le dessin, et Knote envoie la mesure de densité indicatrice de A sur la mesure correspondante indicatrice de l'ensemble B. Il écrit l'équation de Monge-Ampère associée à ce transport, et en utilisant une propriété de convexité comme celle que nous avons utilisée précédemment, il redémontre l'inégalité isopérimétrique dans Rn. Et alors on pensait que, avec ces idées-là, on pouvait essayer de faire la même chose pour le théorème de Lévy-Gromov. Malheureusement, jusqu'à ce jour, personne ne sait faire. Et le théorème, c'est que le théorème de Lévy-Gromov fonctionne. Donc c'est un résultat de Cavaletti-Mondino. De l'année dernière, qui s'appuie fortement sur un travail précédent de Klartag en 2014, qui répond essentiellement à ce qui est attendu, c'est-à-dire
vous avez un espace métrique mesuré. Donc il est de courbure CD Kn au sens où nous l'avons présenté précédemment. La courbure K est strictement positive, la dimension n est finie, la mesure est finie et normalisée égale à 1. Eh bien, si tel est le cas, le profil isopérimétrique de votre espace métrique mesuré, il est minoré de la même façon par le profil isopérimétrique de la sphère de dimension n et puis de rayon qu'il faut pour que ça corresponde à la bonne courbure. Alors le rayon qu'il faut, ça doit être quelque chose comme racine de n-1 sur k pour qu'on ait la bonne comparaison. Alors, ce théorème répond de façon essentiellement complète à cette question du théorème de comparaison isopérimétrique dans les espaces métriques mesurés. De façon plus intéressante, peut-être dans la dernière minute qui me reste, ce qu'il y a d'important peut-être dans cet énoncé, c'est que ce n'est pas du tout c'est pas du tout le transport optimal qui est utile dans ce théorème-là. C'est un autre transport. Et ça, c'est quelque part un juste retour des choses, parce que le vrai problème de Monge, en 1781, dans son fameux mémoire sur les déblais et les remblais, qu'on représente traditionnellement de la façon suivante. Une mesure nu0, une mesure nu1, et on veut trouver une application qui va envoyer la mesure sur l'autre, avec un coût pour envoyer une masse x vers une masse y, qui est c de x, y. Eh bien, le vrai problème de Monge au départ, qui était donc de trouver l'infimum de l'intégrale de x moins t de x de c de x, t de x, donc sur tous les transports t qui envoient nu0 en nu1, eh bien, cette question de départ de Monge, ce n'était pas du tout pour le coût quadratique. Il s'en foutait complètement du coût quadratique. C'était un coût linéaire, évidemment. Et le transport, la solution du problème de Monge pour un transport linéaire est en fait très très différente de la solution du transport pour un coût quadratique. Ce n'est pas du tout donné par le gradient d'une fonction convexe, c'est au contraire un transport qui en fait se diffuse le long de raies, le long de droites unidimensionnelles, c'est-à-dire que quelque part vous partitionnez votre espace, Rn en l'occurrence, ou R2 en l'occurrence, et vous effectuez un transport le long de chaque raie de votre partition. Et c'est précisément l'idée de ce théorème-là, c'est de dire qu'on va utiliser, non pas le théorème de Monge, mais on va utiliser une décomposition à la Monge, c'est-à-dire que le transport va se diffuser le long de raies, le mot d'aiguille est aussi utilisé, et le travail qui est fait par ces auteurs-là, c'est de dire que lorsqu'on a une partition de l'espace avec des raies de ce type-là, eh bien la courbure synthétique de l'autre transport optimal, elle donne lieu à une courbure sur chaque raie, sur chaque truc de dimension 1. Et à partir de la connaissance de l'inégalité isopérimétrique en dimension 1, qui se fait de façon relativement facile, eh bien vous remontez le tout à l'aide de la décomposition qui est derrière le transport de Monge. D'accord ? Et puis voilà, je crois que je vais m'arrêter là.